Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h, si vous nous suivez en direct pour la grande édition sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, l'heure des décisions qui approchent pour les banques centrales et pour la Banque Centrale Européenne, notamment à une semaine de la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Le marché constate que les intérêts entre la Fed et la BCE sont peut-être en train de diverger à ce stade. Du côté de la Banque Centrale Européenne, on peut noter que les arguments en faveur d'une baisse de taux, ou en tout cas qui permettent de préparer le terrain à des baisses de taux, s'accumulent. On a vu encore des chiffres de prix à la production aujourd'hui, avec une baisse plus marquée que prévue sur un mois pour cet indicateur. À l'inverse, l'inflation américaine réserve peut-être moins de bonnes surprises à ce stade pour la Réserve fédérale américaine, avec des données d'activité qui restent somme toute solides, même si on peut ici et là commencer à voir des signes de craquellement ou en tout cas de normalisation du rythme d'activité ou encore du marché du travail américain. Nous aurons d'ailleurs demain la publication du rapport mensuel emploi aux États-Unis pour avoir une idée peut-être un peu plus précise de ce qui se passe sur le marché du travail américain à ce stade. En tout cas, la Fed, et Jérôme Powell l'a répété cette semaine, n'est pas pressé de baisser ses taux, même si Jérôme Powell continue de garantir ou en tout cas d'assurer qu'il y aura un réglage de la politique monétaire au cours de cette année 2024. Les marchés sont donc dans l'attente de ces prochaines statistiques et de la communication de la BCE la semaine prochaine. Des marchés qui ont bouclé un premier trimestre très performant en matière de hausse pour les actifs risqués notamment. Quels vont être les enjeux de ce deuxième trimestre qui sera marqué sans doute par les premières baisses de taux de la part des grandes banques centrales? Ce sera un des sujets de discussion avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, quart d'heure thématique, comme chaque soir, nous nous focaliserons sur la classe d'actifs des produits structurés qui a connu un énorme regain d'intérêt l'an dernier. Ce regain d'intérêt n'est peut-être pas encore terminé. Nous en parlerons avec une spécialiste, Caroline Delangle, qui est responsable des solutions Cross Asset chez Fédéral Finance Gestion et qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Des marchés dans l'attente des prochaines statistiques et notamment du rapport emploi aux États-Unis. Le résumé de cette séance plutôt calme avec Pauline Gratel. La Bourse de Paris digère les nombreuses données sorties aujourd'hui et le discours de Jérôme Powell hier qui déclare toujours que des baisses de taux seront appropriées à un certain stade cette année, mais qu'il n'y a pas d'urgence pour l'instant. En attendant le rapport mensuel sur l'emploi américain qui sortira demain, les investisseurs ont tout de même pris connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage qui augmentent plus que prévu à 221 000 pour la semaine écoulée. Du côté des grands marchés, les indices actions en Europe évoluent sans tendance aujourd'hui. Après la remontée des derniers jours, les taux longs se stabilisent et se détendent légèrement. Le 10 ans américain retombe à 4,30% contre plus de 4,4% hier. Du côté des métaux précieux, l'once d'or continue à battre des records et dépasse les 2300 $. Côté zone euro, les investisseurs prennent connaissance des dernières données clés avant la décision de la BCE dans une semaine. Les prix à la production industrielle ressortent en recul d'1% sur le mois de février, alors que le consensus tablait sur une baisse plus mesurée de 0,6%. Sur un an, ils sont ainsi en repli de 8,3%. Du côté de l'activité, pour la première fois depuis presque un an, c'est le retour de la croissance en zone euro. En tout cas, selon les enquêtes PMI définitives pour le mois de mars, l'indice composite repasse la barre des 50 à 50,3 en mars pour la première fois depuis mai 2023. Côté mouvement de marché, le secteur automobile se porte bien en Europe. Volvo Cars est en tête du Stoxx 600. L'entreprise annonce que ses ventes ont augmenté de 25% en mars par rapport à l'an dernier, à presque 79 000 voitures. C'est un record historique.
Toujours dans le domaine des voitures, Renault est en tête du CAC 40. HSBC indique que même si Renault est en hausse de près de 30% depuis le début d'année, le titre peut encore progresser. Les analystes relèvent leur objectif de cours de 47 à 57 euros. D'ailleurs, l'action Renault est à son plus haut niveau depuis 2019. Dans la suite des actualités des sociétés, Saint-Gobain rachète Bailey, une entreprise canadienne spécialiste des ossatures en métal, pour 600 millions d'euros. Saint-Gobain renforce sa présence dans ce pays puisque Bailey compte 12 usines. En 3 ans, c'est la 3e acquisition du groupe au Canada. Demain, les investisseurs prendront connaissance du très attendu rapport sur l'emploi de mars aux États-Unis établi par le département du travail. En zone euro, les ventes de détail de février sont aussi attendues, ainsi que la production industrielle française et les commandes à l'industrie allemande pour le même mois. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel en ouverture de Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thierry Leclerc est à nos côtés, président et cofondateur d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Gustavo Orenstein d'être avec nous également. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs chez Dorval Asset Management, et Nicolas Gottsman qui nous accompagne également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la Cité. Parlons peu, parlons bien. Nicolas, on est à une semaine de la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Je crois que les banquiers centraux ont d'ailleurs à peu près toutes les données clés possibles pour former leur décision jeudi prochain, le 11 avril. Quelle tournure peut prendre cette réunion d'avril, Nicolas ? Et quel terrain de compromis peut-on attendre en matière de communication notamment, puisque le marché s'attend à un nouveau statu quo de la part de la Banque Centrale Européenne pour ce meeting, mais j'ai quand même du mal à imaginer que ce statu quo va rassembler une unanimité totale au sein du Conseil des gouverneurs. Je pense effectivement qu'il y a des discussions en interne avec quelques gouverneurs qui souhaiteraient effectivement baisser les taux immédiatement, donc dès la prochaine réunion, tout en sachant que la majorité ne va pas dans ce sens-là. Donc soit cette équipe minoritaire, on va dire, qui est plus Dove, arrive à obtenir une majorité et l'emporte tout de suite, mais encore une fois, c'est très peu probable. Et dans ce cas-là, il est donc plus probable d'obtenir quelque chose qui soit à peu près satisfaisant pour tout le monde, c'est-à-dire d'orchestrer en tout cas une communication qui puisse paraître un peu plus Dove que ce qu'on a eu jusqu'à présent, pour laisser entendre au marché que ça y est, ils sont prêts, qu'ils vont y aller effectivement en juin, qui permettra d'avoir une réaction de marché, qui permettra également d'assouplir les conditions financières européennes. Mais bon, donc on est plutôt dans ce cadre-là, éventuellement effectivement d'avoir une deuxième baisse de taux dès le mois de juillet. Ça paraît quand même aussi assez peu probable pour le moment. Mais il est quand même intéressant de voir que les prises de position de ces dernières semaines montrent que l'équipe qui souhaite la baisse de taux est en train de s'agrandir de façon intéressante. De qui parle-t-on concrètement, Nicolas ? Je pense que le poids lourd vraiment de ce changement de cap, c'est François Villeroy-Gallo. Donc ça, c'était vraiment le plus intéressant. Et depuis le mois de décembre dernier, on voit qu'il avait commencé à attaquer, on va dire assez clairement, les arguments qui étaient développés par l'équipe des Hawks, on va dire. Des durs, des orthodoxes. Des orthodoxes, et de façon assez mécanique et je pense assez efficace. On a eu un discours, je pense, très fort de la part de Piero Cipollone, donc le membre du board italien qui vient d'arriver, qui faisait son premier discours de politique monétaire avec je dirais pas des mots durs, mais avec une critique assez claire de ce qui a pu se passer par le passé au sein de la zone euro. On doit être prêt à bouger rapidement. C'est ça, et de montrer qu'il est vraiment utile d'agir rapidement pour ne pas endommager trop lourdement les capacités de production de la zone euro à long terme et les capacités de croissance du continent. Qu'est-ce qui retient encore ou qu'est-ce qui fait que ce meeting du mois d'avril n'arrive pas à former un consensus pour une baisse de taux maintenant, tout en étant obligé de signaler qu'elle viendra en juin pour quand même générer des effets de marché qui permettront justement de baisser les taux sans les baisser, quoi. La communication qui a été utilisée depuis le mois de décembre, c'est vraiment la question des salaires, tout en indiquant que les données qui sont relatives aux salaires pour le Q1 2024 ne seront disponibles
que finalement le 7 juin, c'est-à-dire le lendemain de la prochaine réunion. Mais ils auront sans doute des données intermédiaires. Mais il y aura des données quand même préliminaires sur les salaires. Alors, la publication totale des chiffres du PIB européen qui prennent la compensation par salarié, ça sera le 7 juin, le lendemain de la réunion. Donc voilà, mais ils auront des données intermédiaires, mais ils n'auront pas les données définitives à ce moment-là. Mais c'est ce qui était prétexté à ce moment-là pour pouvoir justifier le fait de ne pas baisser les taux tout de suite. Justement, ce point-là avait été critiqué par François Villeroy de Gallo en disant qu'on n'avait pas besoin de toutes les données non plus pour prendre une décision. Donc, ce qui était aussi intéressant, d'autant plus que les données qu'on a autres montrent, on va dire, d'une part, qu'on a une croissance qui est constamment révisée à la baisse, même si le chômage n'est pas encore touché, et on a un profil d'inflation qui est quand même satisfaisant. Et aujourd'hui, même si on prend une règle de Taylor, ce qui est quand même le truc le plus pas hawk, mais quand même assez sévère, et vous considérez qu'il y a absolument zéro output gap. C'est-à-dire comme si la zone euro était à son plein potentiel aujourd'hui. Si vous prenez les données d'inflation qui ont été publiées hier, vous êtes déjà largement en dessous du taux de 4%. Donc c'est-à-dire que vous êtes dans une situation aujourd'hui, en fait, il n'y a effectivement pas grand-chose qui puisse justifier la position de la BCE et qui serait vraiment opportun de leur part d'y aller. Peut-être ce qui pêche un peu, c'est le fait de ne pas avoir communiqué suffisamment sur la possibilité d'avoir le mois d'avril ouvert à une baisse de taux, et que ça peut être un problème. Bon. Et c'est vrai que les dernières données d'inflation ont particulièrement surpris à la baisse. On l'a vu avec les premières estimations qui ont été publiées ces derniers jours. On attend à minima une communication beaucoup plus accommodante de la part de la Banque Centrale Européenne. Gustavo, d'accord avec ce point? Est-ce que ça peut d'ailleurs déjà générer des effets de marché avant même que la BCE ne délivre ses premières baisses de taux? Et puis, comment vous regardez le chemin qui semble diverger entre la BCE et la Fed aujourd'hui? Je crois que sur les banques centrales, et ça c'est vrai pour la Fed et pour la Banque Centrale Européenne, ce qui est important du point de vue des marchés financiers, ça n'est pas vraiment ce qu'elles annoncent en tant que telles ou ce qu'elles vont faire, mais simplement la conditionnalité de leur action. Cette idée qu'on développait il y a déjà plusieurs mois, mais qui maintenant, je pense, c'est vraiment ça qui a accompagné le marché, c'est celle du retour du put des banques centrales. Et ça, c'est toujours vrai. Malgré les hésitations de la Banque Centrale Européenne, on sait que si la situation devient extrêmement douloureuse, vraiment très très difficile, ils baisseront les taux. C'est vrai aussi pour la Réserve fédérale américaine, parce que l'inflation est déjà effectivement suffisamment basse, même si elle n'est peut-être pas encore à la cible, même si les salaires sont peut-être encore un peu gênants du point de vue de la Banque Centrale Européenne. Mais si vraiment il y avait un choc extrêmement dur sur la croissance, il pourrait agir immédiatement. Donc cette conditionnalité, elle est là, elle existe. Et je pense que les investisseurs sont persuadés qu'elle est là. Et c'est ça qui fait que finalement... Les actifs risqués notamment se comportent aussi bien. Exactement. Quelle que soit finalement la communication précise, ça explique aussi l'inversion de la courbe des taux qui est quand même extrêmement importante, qui fait d'ailleurs que les conditions financières, en tout cas si on fait une moyenne de tout ça, ne sont pas si serrées que le seul taux court semble l'indiquer. Donc il y a quand même déjà une action importante. Après, bon, on ne peut pas non plus promettre éternellement. À un moment, il faut effectivement délivrer, mais il n'y a pas besoin, je pense, effectivement, de précipitation particulière, même du point de vue de la BCE. Ça pourrait être perçu comme inquiétant si on avait une surprise la semaine prochaine avec une BCE qui baissait ses taux alors qu'elle ne l'avait pas signalé auparavant. En tout cas, il serait obligé de l'expliquer, parce que ça serait effectivement plutôt une surprise, et donc il faudrait expliquer pourquoi il le faire maintenant, quelle est l'explication particulière. Je me souviens plus, peut-être, est-ce qu'il y a une mise à jour des Non, c'était mars. Non, c'était la réunion précédente. Voilà, la prochaine sera en juin. Voilà, raison de plus, effectivement, pour ne pas agir. Intermédiaire. Pour ne pas agir. La seule chose qui pourrait faire agir, c'est s'il révisait de manière très 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 forte la croissance ou l'inflation, où là effectivement il pourrait en tirer les conséquences. C'est pour ça que le mois de juin, c'est ce que la plupart des économistes attendent le mois de juin, ça semble assez logique. Donc à part communiquer pour laisser la porte ouverte, continuer à dire que tout ça c'est meeting par meeting en fonction des données, etc. Voilà. Et puis le mois de juin, je pense qu'effectivement tout le monde s'attend à ça. Et comme tout le monde s'y attend, pourquoi surprendre les gens? On peut en faire ce que les gens attendent. Divergence avec la Fed? Est-ce que l'écart se creuse peut-être un peu plus au regard notamment des dernières données économiques, côté américain, côté européen, au regard d'un discours de Jérôme Powell hier, effectivement, alors, qui garantit toujours qu'il y aura une recalibration du réglage de la politique monétaire aux États-Unis, mais qui reste quand même très prudent sur le calendrier. Il n'y a pas de garantie absolue que juin soit peut-être le moment de la baisse de taux pour la Fed. Non, alors la question du put des banques centrales est encore plus forte pour la Réserve fédérale américaine, puisque là, l'inflation, on n'y est pas complètement. Effectivement, les derniers chiffres n'étaient pas très bons. Mais, très honnêtement,
d'un point de vue macroéconomique, on est suffisamment proche pour que s'il y a un problème, encore une fois, il y a effectivement des baisses de taux qui ne posent aucun problème. Il n'y a pas de problème d'arbitrage complexe à faire entre la croissance et l'inflation. Si vraiment ça va mal, ils baisseront les taux. Et je pense que c'est simplement ça que Jérôme Powell essaie de garder vivant, l'existence de ce put. Si il y a un problème, on baissera les taux. S'il n'y a pas de problème... baisse de taux assurantielle. C'est là en assurance. Si c'est nécessaire, mais on ne va pas le faire si ce n'est pas nécessaire, si la situation ne l'exige pas. Pour l'instant, effectivement, rien n'exige une panique du point de vue de la Réserve fédérale. La croissance est plutôt satisfaisante, même si, encore une fois, il y a bien des éléments de ralentissement, ici ou là. On verra les chiffres d'emploi vendredi, demain. Mais du point de vue de la Fed, c'est plutôt confortable d'attendre et de laisser vivante cette idée du put au cas où. Divergence Fed-BCE, qu'est-ce que vous en dites à ce stade, Nicolas ? Le marché voit 3 à 4 baisses de taux du côté de la BCE cette année. On est plutôt entre 2 et 3 maintenant pour la Réserve fédérale américaine. Effectivement, la Fed a plus le temps parce que sa croissance est quand même beaucoup plus confortable. Quand on regarde les chiffres de la zone euro, j'avais remarqué, il y avait un point qui était intéressant, c'était de voir la totalité de la croissance de la zone euro depuis la fin 2019. L'apport de l'Allemagne, si on prend les chiffres trimestriels, c'est 1 milliard d'euros. Et la construction italienne, c'est-à-dire le super bonus italien, c'était 15 milliards. C'est-à-dire que la construction italienne apporte 15 fois plus à la zone euro que l'ensemble de l'économie allemande. Ensuite, et la croissance de la zone euro, si j'enlève tous les éléments exceptionnels, est de 0,8% depuis la fin 2019. Évidemment, ce n'est pas du tout les chiffres, on est plutôt proche des 10% pour les États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution de la croissance nominale américaine, juste pour voir à quel point la politique monétaire est efficace ou non. Parce qu'il y a eu beaucoup, notamment sur les dernières semaines, de critiques sur le fait que finalement la politique monétaire n'aurait plus autant d'effets qu'avant, étant donné que quand on regarde l'évolution de la croissance nominale, en fait, elle reste très forte aujourd'hui, comparativement au niveau de taux qui est atteint aujourd'hui. Mais en fait, quand on décompose le PIB américain, on se rend compte, si je prends les secteurs les plus sensibles au taux d'intérêt, c'est-à-dire si je prends l'investissement résidentiel et la consommation de biens durables, qui sont par exemple des voitures qu'on achète à crédit. Si je prends cet élément-là, en fait, en nominal, on est déjà en négatif sur une année. Donc on est en négatif. Si je regarde ensuite l'ensemble du secteur privé, on est à 4,7. Donc en fait, on est exactement revenu au niveau qu'on avait pré-pandémie. Et par contre, si je prends les éléments qui sont les moins sensibles, en fait, qui sont dépendants plutôt de la politique du gouvernement, c'est-à-dire les dépenses publiques, plus les dépenses privées, mais dans les structures, c'est-à-dire là où on a des subventions. Dans le cadre l'IRA, le CHIPS Act, tout ce qui est en gros qui recouvre la politique industrielle américaine, là j'ai un taux de croissance de 13%, donc c'est absolument colossal. Et en fait ce qu'on voit, c'est que finalement le ralentissement qui est provoqué par la Fed dans les secteurs qui sont les plus sensibles au taux d'intérêt est largement compensé par ce qui se passe par la politique même du gouvernement. Donc il y a une vraie action de la politique monétaire. Oui, il y a une vraie action sur les secteurs qui sont censés réagir à la politique monétaire. Mais ça, vous ne le voyez pas forcément dans le chiffre du PIB. Et donc ce qui est intéressant, c'est que je pense que du point de vue de Jérôme Powell, parce que ces éléments-là, en fait, sont pas détaillés en termes de croissance, mais vous voyez l'inquiétude qu'ils peuvent avoir justement sur les questions des investissements en structure, sur les dépenses publiques, parce qu'en fait, finalement, c'est pas que ça sabote leur travail, c'est que le PIB reste plus fort que eux l'ont fait. Et là, aujourd'hui, ils sont dans une situation inconfortable, c'est qu'on est revenu au niveau sans doute où ils voudraient être, et ils auraient besoin d'appuyer plus encore sur le frein et donc de mettre à risque l'économie américaine juste parce qu'on a des deux secteurs qui sont soutenus très largement par le gouvernement. Et ce secteur-là est encore très incertain parce c'est une année électorale, donc ça pourrait être bouleversé par la suite et ça serait quand même mal avisé de venir freiner encore plus l'économie américaine, enfin le reste de l'économie américaine dans un moment comme ça. Donc je pense qu'effectivement ils ont, enfin comme vous l'avez dit, si jamais quoi que ce soit se passe sur le marché de l'emploi, on aura une réaction immédiate de leur part. Ouais. C'est un put sur l'économie. Oui, sur l'emploi. La Fed veut ancrer dans. Et ça, il le répète, c'est vraiment de dire que le volet emploi maximal de la Fed est pris beaucoup plus au sérieux qu'il ne l'était précédemment. Voilà. Bon, que vous inspirent ces considérations, ce débat de politique monétaire permanent, un sujet inépuisable évidemment, mais quand on est investisseur action, et Gustavo le soulignait d'une certaine manière, j'ai l'impression que les marchés actions se sont un peu désensibilisés quand même de ces questions. Ça reste une question importante pour le bond market, pour les marchés obligataires, pour les traders obligataires, etc. Mais bon, le marché action, j'ai l'impression qu'il y ait 5 ou 6 baisses de taux de la Fed comme on l'anticipait en fin d'année, ou qu'il n'y en ait plus que 2 ou 3, finalement... il vit sa vie et sa vie, elle est plutôt à la hausse, quoi. Oui, parce qu'il y a des éléments qui permettent d'alimenter aussi cette hausse des marchés actions. Après, on ne va pas dire que c'est complètement... les investisseurs actions ignorent complètement, évidemment, ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est plutôt
Le sens de l'histoire, voilà. Donc le sens de l'histoire, c'était qu'on avait un peu plus de 10% d'inflation il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, on flirte légèrement au-dessus des 2, ce qui est plus ou moins la cible. Donc on sait qu'il va y avoir un assouplissement des politiques monétaires. Effectivement, en général, les banques centrales, et notamment les très grosses, évitent de surprendre. Donc ça fait atterrir tout ça assez normalement en juin. Là, je pense que voilà, on a eu des échos du gouverneur de la Banque de France qui a aussi bien infléchi son discours. Il a parlé plusieurs fois du printemps et que le printemps, c'était jusqu'au mois de juin. Et Donc, des petits pas. Mieux vaut commencer un peu plus tôt pour en faire peut-être le moins possible. Exactement. Et arriver à un taux terminal un peu plus élevé. Tout à fait. Si c'est ce dont la zone euro a besoin. Et effectivement, une série de baisses de taux, voire une baisse de 50 points de base, etc., ça sera plutôt là signe qu'il y a ces histoires de soft landing, finalement, ont disparu des écrans radars et qu'on est sur un autre scénario. Donc voilà, le chemin, il est tracé. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que donc, la politique monétaire va s'assouplir et que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les PMI commencent un petit peu à se redresser gentiment. Là, on a passé la barre des 50 en zone euro. Donc il commence à y avoir une amélioration cyclique. Je voyais que les investisseurs qui sont sondés par les banques, les grandes banques, se réchauffaient aussi sur la macro européenne, ce qui n'était pas arrivé depuis 2 ans. Donc là, il y a un net. Donc quand ils interrogent les investisseurs, il y a plus 28% d'investisseurs qui sont sur une amélioration. Voilà, donc une amélioration. Donc qui s'est traduit d'ailleurs. Enfin, la poule et l'œuf, qui fait quoi ? C'est-à-dire que les valeurs cycliques ont surperformé les valeurs défensives depuis le début de l'année, et ça s'est accéléré sur le mois de mars. Ouais. Donc on est à peu près à 9% de hausse sur les valeurs cycliques, et donc à peu près la moitié moins pour les valeurs défensives. Et donc, est-ce que c'est ça qui a fait que les investisseurs changeaient leur... Rien de tel que les prix pour faire varier les sentiments. On est toujours, ça marche parfois comme ça aussi. Oui. Presque, on ne peut pas dire que c'est la somme de tout. Non, mais oui, aussi, complètement. Donc moi, ça me semble... Et ce biais cyclique du marché, là, en Europe, notamment, sur la partie action, il vous convient, il est légitime. Et comment on réfléchit au régime de marché post-première baisse de taux ? Est-ce que ça change quelque chose ? Une fois que les baisses de taux sont délivrées, est-ce que le marché fonctionne différemment ou pas ? Oui, enfin, ce qui fonctionne différemment, non, mais Est-ce qu'on vend la nouvelle ? Est-ce qu'il y a des rotations qui se mettent en place ? Est-ce qu'on est prêt à ça ? Est-ce qu'on se prépare à ça ? Donc, on reprend le fil. On a dit la première baisse des taux qui devrait, on parle encore au conditionnel, on en saura plus évidemment jeudi prochain, mais qui devrait intervenir en juin. Donc, on est 3 mois avant, ou 2 mois et demi. Le marché commence à la pricer, à le prendre en compte, et donc il va un peu plus vers les valeurs cycliques. Donc tout ça, c'est vraiment un scénario. Le scénario qui n'était plus du tout habituel, c'est ce qu'on a eu depuis 2 ans avec des taux qui sont passés de 0 à 4% en quelques mois et à une cadence. Donc ça, pour le coup, et beaucoup d'investisseurs n'étaient plus du tout habitués à cet environnement-là. Mais donc, dans l'autre sens, avec un mouvement graduel, je pense que tout le monde sait faire, il n'y a pas de problème. Et donc, ça s'explique aussi, donc ce mouvement de retour vers les cycliques qu'on a commencé à voir en mars. Et est-ce que c'est bon pour les marchés ? Moi, je pense que oui, parce que jusqu'ici, on parlait, et à juste titre, beaucoup des fameux Magnificent Seven ou des 7 magnifiques en français. Pardon. Et là, on voit, on l'a bien vu au mois de mars, juste les indices de base, donc là je reste aux États-Unis. Le S&P, donc il a aussi une version équipondérée. Donc les 500 sociétés équipondérées a progressé de 4%, le S&P 500 traditionnel plus 3 et le Nasdaq plus 1. Donc c'est un marché qui trouve un relais de croissance. Ça se diffuse. Qui se diffuse. S'élargit. Et en fait, alors pour aller encore plus loin, est-ce que ça va impliquer un effondrement, que les investisseurs vont sortir des 7 magnifiques? Je ne pense pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que les résultats vont rester encore très très forts. Juste pour avoir un chiffre en tête, on attend à peu près 4% de hausse des résultats au premier trimestre, donc sur les sociétés du S&P 500. Si on enlève les 7 magnifiques, on est à -2. D'accord.
Donc, c'est plus 38% la croissance des 7 magnifiques. Ouais. Donc, ça continue quand même de tirer très fort. Enfin, il y avoir un vent très important qui souffle dans leur voile, qui porte le marché. Et donc, comme la situation macro, ce qu'on vient de dire précédemment, cyclique s'améliore, ça se diffuse sur des secteurs plus traditionnels et c'est très sain, très bien. Et ça peut donc donner un relais de croissance au marché pour avoir aussi une bonne année, puisque on a tendance à oublier que l'année 2023 avait quand même été très bonne sur les actions. Et donc là, un relais de croissance sans un effondrement. Ouais. En tout cas, c'est mon scénario de ce qui a fait tirer pour coup le marché en 2023. Gustavo, est-ce que ce que vous voyez sur le marché, notamment du point de vue des actifs risqués, est-ce que ça reflète l'idée d'une amélioration cyclique, conjoncturelle un peu globale, un peu mondiale également, de la Chine à l'Europe et aux États-Unis? Et qu'est-ce que les baisses de taux peuvent changer ou non dans cette logique de marché? Est-ce que des baisses de taux délivrées, est-ce que ça entretient encore ce souffle porteur pour les actifs cycliques? Ou est-ce que beaucoup est anticipé et il y a une logique souvent dans les marchés qui est de vendre la nouvelle à un certain stade? Oui, les deux sont vrais simultanément. C'est-à-dire, il est tout à fait possible que... Parce que fondamentalement, il y a quelque chose effectivement, de très positif. Hein. C'est-à-dire qu'on a à la fois une attente assez large d'une baisse de taux prudente, probablement, mais qui arrivera au mois de juin, du côté de la Banque Centrale Européenne. La Fed, encore une fois, c'est une autre histoire, mais pour la BCE, ça semble assez clair. Avec des PMI qui rebondissent, avec une économie qui va un peu mieux. On a les deux à la fois. Tous ces décalages. Il se trouve qu'on se retrouve dans cette configuration où on a à la fois l'économie qui s'améliore, et puis les taux qui partant de très bas en Europe, partant d'une atonie qui a duré au moins 18-24 mois. C'est la désinflation qui avait été signalée, c'est ça, on passe de 10% d'inflation à 2%. Ce mouvement, c'est quand même énorme. Donc forcément, on est dans ce moment assez agréable, c'est vraiment l'inverse l'inverse de la stagflation. On parlait de ce scénario de stagflation, c'est pile l'inverse. On a la réaccélération en même temps, la baisse des taux. C'est tellement bullish qu'effectivement, je me mets à douter de moi-même. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est ça qui pousse beaucoup le marché, qui fait cette diffusion, et je suis d'accord, cette diffusion qui enfin a lieu. Ça fait un certain temps qu'on l'attendait. La question de l'équipondération, c'est quelque chose qui nous tient à cœur chez Dorval, parce que voilà, on suit dans nos fonds internationaux le MSCI Monde équipondéré. Ouais. Et on joue vraiment cette idée de la diffusion, et c'est ce qu'on est en train de voir. Et c'est intéressant de noter que même quand on regarde les grands indices, les indices, l'Eurostock 50 fait la course en tête dans les grands indices internationaux, même mieux que le Nasdaq, et c'est pas que ASML, les banques, il y a vraiment... Mais à commencer par les banques, oui, à commencer par les banques qui font un extraordinaire parcours et qui montrent quand même, il n'y a pas que les 7 magnifiques, il n'y a pas que ces grands champions qui sont toujours des grands champions, et je partage l'idée, il n'y a pas de raison de s'effondrer comme ça tout seul. Et les baisses de taux à venir, je veux dire, peuvent continuer d'entretenir ce mouvement. Il n'y a pas de raison ça dépend qu'on change de régime ou de schéma de marché qui est un avant-après. C'est-à-dire qu'en fait, rien ne les cause. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a un effondrement d'ici la prochaine réunion du mois de juin de l'économie, mais que ça descend indépendamment. Et c'est un peu ce qu'on attend en Europe. C'est une baisse des taux en Europe uniquement à cause de la désinflation. Non pas pour de bonnes raisons. Parce que la croissance est faible, mais ne faiblit pas plus à partir de maintenant. Non, au contraire, c'est très favorable plutôt pour les cycliques, pour les actifs risqués. Et ce qui est intéressant, et on l'avait déjà noté, c'est que tout ce mouvement est très favorable aux actions, mais pas forcément aux taux longs. Effectivement, parce que la courbe est déjà inversée, que les taux longs sont déjà chers, notamment en Europe. Et donc, vraiment, c'est une année où les actions vont faire bien mieux que les taux, même ajustés du risque. On était reparti en 2024, après la tentative de 2023, comme c'est le retour du bond market. Je ne sais plus ce qu'on disait, mais bond is back. Bond is back. Alors, le rendement est de retour, mais en termes de performance à la fin de l'année, effectivement... On voit beaucoup de clients, et Dorval est plutôt connu, effectivement, pour l'ADN des actions. Bien sûr. Et donc, on disait, sur le chef, vous êtes gentil, mais là, c'est vraiment le retour des obligations. On dit, OK, bon, très bien. Mais non, en fait, c'était parce que les gens disaient, oui, mais parce que les taux vont baisser. D'accord, les taux vont baisser, mais c'est les taux courts. Les taux courts, c'est les actions qui vont gagner, pas les taux longs. Comment vous regardez de manière plus globale la question du policy mix aujourd'hui, Nicolas, que ce soit aux États-Unis ou en Europe? On attend toujours des banques centrales qu'elles nous apportent une forward guidance, une guidance, une communication anticipée sur ce qu'elles vont faire en matière de politique monétaire.
Est-ce qu'on a une forme de fiscal guidance et qu'est-ce que vous comprenez de ce que les décideurs politiques, de politique budgétaire, apportent comme perspective aujourd'hui au marché? Le policy mix, c'est important. Alors pour les États-Unis, je pense que ce qui va être... alors c'est pas forcément pour le policy mix, mais on va avoir l'ouverture au deuxième semestre de cette année 2024 de la nouvelle revue de politique monétaire américaine. Donc où tout le travail d'étude va être réalisé, on va dire pendant le deuxième semestre de cette année et le premier semestre de l'année 2025, pour un résultat qui sera communiqué donc à la mi de l'année 2025. Je pense que les questions ont déjà, les débats ont déjà commencé. Il y a certaines propositions qui ont déjà été faites. On avait vu notamment Ben Bernanke qui avait déjà parlé du modèle australien, de passer à un modèle où on aurait une inflation comprise entre 2 et 3%. Ouais. On a des propositions sur une cible nominale qui a d'ailleurs été citée par Jérôme Powell il y a quelques mois dans un discours au FMI, qui était intéressante parce qu'il disait que ça permettait aussi d'intégrer dans la cible tout ce qui est supply shock. Et comme on a, véritablement, c'est les problématiques qu'on a connues sur les dernières années, ce ne serait pas forcément inintéressant d'avoir ce type de cible. Mais dans toutes les cibles pour l'instant qui sont évoquées, sont des cibles qui sont plus agressives que celles qu'on a aujourd'hui. Plus agressives, c'est-à-dire qui tendent à supporter encore davantage, encore plus la croissance que ce qu'on avait eu dans les années précédentes. Donc c'est vraiment... On est prêt à accepter un régime de croissance nominale ou d'inflation. C'est toujours cette idée de tolérer plus d'inflation que le 2% strict qui était l'objectif jusqu'à présent. Je pense que c'est vraiment cette idée d'économie à haute pression. Il y a toute une histoire de ça qui a commencé en 2012-2013 aux États-Unis avec des économistes internes à la Fed qui montraient que suite à ce qui s'était passé en 2008, on avait eu quand même, cette faible demande avait eu des effets sur les capacités de production du pays. Alors que généralement, les banques centrales ont plutôt tendance à croire que la politique monétaire est neutre sur le long terme. Là, le résultat, c'était en fait non, c'est pas neutre. En fait, on est en train de détruire les capacités de production du pays. À partir de là, donc on a eu quelques discours. Il y en a eu notamment un de Janet Yellen qui date de 2016 qui montrait justement qu'un régime d'économie à haute pression pouvait éventuellement parvenir à faire l'effet inverse. C'est-à-dire que si on place la demande à un niveau supérieur, on pourrait augmenter les capacités, donc le potentiel économique du pays. C'est plus ou moins ce qui a été fait pendant la période Covid. On voit que le résultat aujourd'hui, en tout cas, on ne va pas siffler la fin de la partie aujourd'hui, mais quand on voit les résultats qui ont été accomplis, pour l'instant, on peut dire que ça a plutôt pas mal marché. Et les résultats sont quand même très satisfaisants. Et donc, on est plutôt dans une poursuite de cette logique-là, toujours dans l'objectif, encore une fois, d'augmenter les capacités de production du pays, d'avoir une croissance qui tient debout, d'avoir des salaires qui progressent, et aussi une considération géopolitique qui n'est pas tout à fait neutre, c'est de garder la Chine derrière les États-Unis. Si c'est la philosophie qui prévaut, ça veut dire qu'il n'y a pas devant nous l'idée d'une restriction budgétaire à venir côté américain. Alors, du côté Biden, non. Du côté de Trump, a priori, quand on voit ce qu'il a fait lors de son premier mandat, je dirais non. Quand on regarde les personnes qui sont autour aujourd'hui, on peut se méfier un petit peu. Mais encore une fois, quand on voit son inclination naturelle à avoir on voit comme il avait engueulé Powell à l'époque parce qu'il avait des taux trop élevés et les déficits qu'il a commis lors de sa présidence, on se dirait plutôt qu'il est plutôt dans cette même logique. On peut se méfier quand même parfois des gens qui sont autour de lui, qui ont des visions un peu plus différentes et un peu type Bundesbank, on va dire. Le marché semble assez bienveillant sur ces questions de déficit et de dette aujourd'hui. Ça fait les gros titres en Europe, en France. On a passé une semaine, on est en plein dedans. Aux États-Unis, quand même, aussi, on découvre que les États-Unis peuvent tourner avec un déficit à 6% du PIB, peut-être pour encore plusieurs années. C'est assez nouveau dans le paysage global. Et les marchés obligataires semblent accepter pour l'instant cette idée assez facilement. Je trouve, en tout cas, Thierry, je ne sais pas ce que vous en pensez. Simplement, j'ai pas un avis, mais de ma fenêtre, je vois quand même qu'il y a énormément de débats sur le déficit français. J'ai jamais vu autant dans les médias grand public, etc. Donc ça inquiète quand même. Donc je pense que au niveau de l'opinion, il y a quand même les images qui sont toujours employées, c'est un ménage ne peut pas vivre structurellement en dépensant plus que... Donc je pense qu'à quelques mois des élections, des élections européennes, ça imprime quand même. Et il y a un enjeu politique. Mais le marché dit il n'y a pas de problème. Ouais, mais enfin, à un moment, si l'opinion, si ça se... d'une façon ou d'une autre, ça va quand même revenir... le marché, il n'est pas complètement en lévitation permanente. Et surtout,
la base de l'économie, c'est quand même le taux sans risque. Donc, là, pour le coup, en France, en Europe, c'est le Bund. Donc, les Allemands, pour le coup, ils n'ont pas trop de sujets. Mais quand on regarde, nous, de ce côté-là du Rhin, on a quand même des petits sujets d'inquiétude c'est normal. On a eu une période de dépenses extrêmes, à juste titre, avec le Covid. Maintenant, on se retrouve vraiment dans le dur. Et là, je pense que, oui, il y a quand même une prise de conscience que je ne percevais pas jusqu'ici. Et je pense que ça peut se diffuser donc aux politiques, peut-être donc après, les banques centrales sont indépendantes des politiques, mais ça peut guider l'action publique. En tout cas, moi, mon avis, c'est on parle toujours de soutenabilité de la dette. Là, à un moment, les banques centrales, elles vont devoir aider les États d'une façon ou d'une autre. Et on sait très bien que les taux qu'on a eus ne sont pas soutenables, ne serait-ce que pour les États. La France, ils vont dépenser 85 milliards d'euros d'intérêts, pas cette année, mais l'année prochaine. Ça devient très nettement le premier poste pour l'État, devant l'éducation, devant la défense. Donc là, il y a un vrai sujet qui se diffuse. Je ne sais pas exactement comment ça va remonter aux banques centrales, si elles vont devoir baisser leur taux tôt ou tard. Maintenir un coût du capital acceptable. Un coût du capital acceptable. On ne peut pas se permettre que l'État, donc à nouveau, le taux sans risque, commence à être justement risqué. Ouais. Donc c'est ça l'enjeu. Ouais. Comment ça va se finir, j'en sais trop rien, mais il y a quand même aussi, il y a des risques que ça se finisse mal. Là, je parle dans les 10 ou 15 ou 20 prochaines années. Peut-être que quand on regardera cette époque-là, dans 10-15 ans, on se dira, mais qu'est-ce qu'ils faisaient, quoi ? Il y avait un enjeu écologique, un enjeu digital. Il y avait des investissements à faire. Ils ne les ont pas faits. Ils entretenaient leur système. Avec un retour du bas. Donc tout ça, il y a beaucoup de questions en jeu. Je ne sais pas comment ça se terminer. Et il y a un risque que ça puisse. Il y a un endroit où c'est allé très vite et où ça s'est terminé très mal, c'est octobre 2022 au Royaume-Uni et 45 jours entre l'accession de Liz Truss au poste de Premier ministre et son départ. Sa démission, tout à fait. Ça a été un concentré de stress test de ce que ça peut donner. Donc, comment vous expliquez, Gustavo, ce que j'appelle la bienveillance des marchés vis-à-vis de ces questions de déficit, de dette qui s'accumulent ? Alors, il y a le temps des marchés, le temps des dettes et des déficits et des investissements, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait qu'il y ait une piqûre très forte de la part des marchés aujourd'hui sur ces sujets-là. Oui. Parce qu'il explique peut-être d'ailleurs pourquoi il y a une pression médiatique et on en parle beaucoup. C'est parce que précisément, sinon on n'en parlerait pas du tout. Parce que comme ça ne se voit pas ailleurs et qu'il n'y a aucune pression particulière... c'est plutôt dans. Est-ce que le marché considère qu'on est dans un régime de domination budgétaire, de fiscal dominance ? Il y a plusieurs choses. D'abord, l'interprétation de ce qui s'est passé au Royaume-Uni, c'est complexe parce qu'en fait, la raison qui a expliqué l'énorme volatilité, c'est pas simplement l'annonce budgétaire, mais c'est surtout des produits à levier sur le marché obligataire anglais par des fonds de pension. Des modèles, des modèles qui n'étaient pas prêts à ce genre de volatilité sur le marché obligataire. D'ailleurs, l'intervention de la Banque centrale a réussi simplement à calmer en relativement peu de temps, en fait. Donc, le temps de dénouer ces opérations. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les annonces du gouvernement Liz Truss à l'époque n'avaient pas participé. Mais c'était déjà un moment ultra stressé pour le marché obligataire, globalement, quand même. On était il y avait une concomitance effectivement de phénomènes qui faisait que c'était pas le moment dire que c'est le retour des bond vigilantes, je crois que c'était un peu exagéré. Ça a participé peut-être, mais je pense que c'est surtout des aspects techniques. En tout cas, ils en parlent encore. Le patron d'ICBO, dans sa dernière interview au Financial Times, donc l'organisme indépendant qui fait les trajectoires déficit et budgétaires, il parle de ce moment à la Truss. Il est payé pour ça. Donc oui. Son job, les gens qui sont payés pour ça ont bien imprimé le sujet, quand même. Je m'attends à la prochaine publication de la Banque des règlements internationaux pour dire que tout va bien dans le secteur financier. Non, ils sont payés pour aller voir la prochaine catastrophe. Donc, ils vont la trouver. En cherchant bien, on trouve toujours quelque chose. C'est comme cette idée que les marchés ne pricent pas tous les risques. Non, sinon, ça vaudrait zéro. Évidemment, je ne sais pas ce qui... Donc, non, c'est pas... En tout cas, il faut pondérer les risques, oui, je suis d'accord. Il faut les pondérer un peu, ça ne marche pas de cette manière-là. Donc, sur les aspects budgétaires, la remarque est intéressante d'ailleurs. Le taux sans risque, c'est en Europe, c'est quoi en fait le taux sans risque en Europe ? C'est ça la question depuis le début et qui nous fait hésiter et
C'est le Bund, c'est les taux de la Banque Centrale Européenne, du coup, c'est qui devient la Banque Centrale de tout le monde. Du coup, il n'y a pas de risque particulier français par rapport aux autres, ni italien d'ailleurs. Enfin, cette complexité-là qui est vraiment liée à la zone euro, puisque aux États-Unis, on ne se pose pas vraiment la question de cette manière-là. Aux États-Unis, on ne se demande pas du tout est-ce qu'il faut que les taux d'intérêt américains montent pour couvrir ou pour dédommager les investisseurs d'un risque de défaut américain. Ça semblerait absurde, complètement absurde. Ouais. Du coup, c'est vraiment un truc complètement lié à la zone euro. Et je pense que depuis la crise de l'euro, on a quand même beaucoup progressé en Europe, qui fait que ce risque-là spécifique, il est très faible. Je n'irai pas jusqu'à dire nul, on ne sait jamais. Mais c'est quand même très faible. Est-ce que les marchés vont demander de la consolidation budgétaire ou pas ? Pas vraiment, mais je pense que le gouvernement se l'auto-inflige. Et c'est d'ailleurs le principal problème, quelque part, de l'état des finances publiques, c'est qu'elle oblige les gouvernements à faire des politiques pas forcément à un bon moment ou trop rapidement. Donc il faut essayer d'avoir une position crédible sans appuyer trop fort sur le frein. Voilà, mais c'est pas le marché obligataire en lui-même qui va créer une énorme pression, parce que le marché obligataire, il ne s'inquiète pas du risque de défaut d'un pays européen aujourd'hui. Donc je ne crois pas que ce soit ça l'enjeu principal. Vous m'avez répondu sur les États-Unis, Nicolas, mais pas sur l'Europe, sur cette question du policy mix, du fiscal guidance, de la domination fiscale peut-être aujourd'hui, hein, le fait que déjà sur le sujet français, la BCE est soumise aux décisions budgétaires des États. Ouais, mais sur le sujet français, il y avait un truc qui était, effectivement, les 15 derniers jours étaient absolument fascinants de voir. L'attention portée sur le niveau de déficit. On a l'impression que chaque Français connaît exactement le niveau d'endettement sur PIB, le niveau de déficit. Par contre, personne n'a idée du côté... donc on se concentre exclusivement sur le côté passif. Personne n'a idée de ce qui se passe du côté actif. La croissance, est-ce que c'est normal que depuis 2008, on a 40% de croissance en moins ? Est-ce que cette question-là, elle est abordée ou pas ? Et surtout quand on regarde comment ont été créées les règles européennes, notamment du déficit, donc c'est 3% d'endettement, 60% de dette, et dans les origines, et vous voyez ça même dans les textes de la BCE, l'idée c'était d'avoir 5% de croissance nominale alignée par la BCE. On n'a pas cette 5% de croissance nominale, on a seulement en moyenne depuis 10 ans, on a 3%. Donc évidemment, avec 3% de croissance nominale, de faire 3% de déficit, c'est beaucoup plus compliqué. Donc tout le monde est en dehors des clous, et la France particulièrement. Et le cas de la France est aussi assez intéressant, parce que si vous regardez la croissance des dépenses publiques, par exemple, entre la France et l'Allemagne, en disant l'Allemagne c'est toujours le bon élève et la France est super nulle de ce côté-là, en fait on voit que depuis 10 ans, on a 50% de croissance de la dépense publique en Allemagne contre 30% en France. Et donc il y a un côté un peu fascinant, et en fait l'Allemagne y arrive parce qu'il y a une croissance plus forte, tout simplement, et donc évidemment c'est plus facile dans ces conditions-là. Et la France a pas mal baissé ses impôts sur les dernières années, ce qui fait des revenus fiscaux un peu moindres. Mais en fait, la variable principale pour pouvoir corriger une problématique de dette est d'abord la croissance nominale, donc ce que fait une banque centrale. Et donc, cette question, alors je ne dis pas évidemment qu'il faut pas faire n'importe quoi avec les dépenses publiques et tout ça, la question n'est pas là. Mais encore une fois, la principale variable, celle qui peut vous permettre de changer les choses, c'est vraiment du côté actif et du côté de ce que fait une banque centrale. Si vous vous concentrez sur le niveau de dépenses, encore une fois, vous regardez ce qu'avait fait l'Allemagne. En fait, l'Allemagne a dépensé beaucoup plus que nous. Et malgré cela, ils ont un niveau d'endettement qui est beaucoup plus faible. Vous voyez que ce n'est pas là qu'il faut agir. C'est autre part. Des mêmes niveaux. Le niveau de départ, ça compte aussi. Évidemment, j'imagine, Nicolas. Non, mais évidemment que ça a un impact. Plus de 100% de dette sur PIB, on ne peut pas agir de la même manière. Mais si vous voulez régler structurellement les choses, si vous regardez les niveaux comparables d'endettement par rapport au PIB, vous retournez à ce qu'on avait connu en 1945, notamment le UK à ce moment-là, qui était à... je ne sais plus, au-delà des 100% très largement, et ils sont revenus à 40% en 90, et non, ils n'ont fait aucun effort budgétaire de ce côté-là. En fait, la seule chose qu'ils ont changé, c'est qu'en fait, ils avaient une croissance nominale qui était plus forte, c'est tout. Pourquoi l'or monte ? Une fois qu'on a dit tout ça, c'est quand même la question d'actualité, et j'avoue que c'est pas une question que je pose très souvent. On regarde toujours l'or, mais c'est vrai que l'or n'était pas un actif particulièrement intéressant en termes d'investissement ces dernières années, en tout cas. Et là, depuis le début de l'année, en tout cas, c'est un actif qui est regardé de plus en plus. Et au sommet historique. Oui. Et alors, j'ai pas forcément une explication. Enfin bon, il y a bien sûr les questions géopolitiques et les banques centrales, mais qui plaident pas forcément pour avoir un niveau de l'or au plus haut. Simplement, nous, on regarde sur ce qui se passe du côté des marchés actions. Et là, depuis quelques semaines, effectivement, on voit qu'il y a un mouvement très fort sur les minières aurifères et argentifères. Et donc, on a des performances de 20-30% depuis début mars. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? L'or a pris 15% depuis mi-février. L'argent a pris 21% depuis mi-février également. Et donc, les compagnies donc qui exploitent, qui extrait l'or du sol ou l'argent du sol,
ont bénéficié de ça dans la foulée et de manière donc très, très importante. Et en fait, il y a des configurations de marché qui sont singulières. Et là, il se trouve qu'on a des étoiles qui se sont alignées donc, pour ce secteur-là. Il faut que, donc les cours progressent, donc c'est le cas, ce que je viens de dire. Ensuite, deuxièmement, il faut que l'argent, la performance de l'argent soit supérieure à la performance de l'or. Donc c'est beaucoup le ratio or-argent. Hein, exactement, exactement. Donc ça, c'est le cas aussi, donc, puisqu'on a plus 21 contre plus 15. Et troisième étoile qui doit être alignée pour avoir une configuration parfaite, c'est que les entreprises juniors, qu'on appelle, donc les plus petites, surperforment les grosses, puisque donc les plus petites ont un effet de levier opérationnel plus important que les grosses. Et c'est le cas également depuis début mars. Ça veut dire quoi? C'est une vraie tendance qui se met, qui se met en place. Mise en place depuis quelques semaines. Et quand on a cette configuration technique, c'est favorable. Donc, alors après, on vient de prendre 30%, hein, donc évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, mais il vaut mieux le faire avant qu'après. Mais en tout cas, est-ce que c'est trop tard? Eh ben c'est ça. Donc de ce côté, est-ce que le risque, c'est de se dire, est-ce que comme ça a monté de 30%, j'y vais pas maintenant? Non, non. Là, quand on a cette configuration technique qui est rare, c'est un signal très fort, très puissant, qui Donc, à nouveau, hein, je n'ai pas de vision stricto sensu sur l'or ou l'argent. Par contre, sur les valeurs cotées, les entreprises, on en a très peu en Europe, mais sur le marché américain, il y a Pan American Silver donc pour l'argent, donc plus 30% sur un mois. On a Barrick Gold aussi, Newmont, d'autres, c'est ça, bien sûr. On a de quoi faire quand on regarde à l'échelle mondiale. Et là, je vous dis, à la minute où on se parle, on a une configuration très favorable. Donc nous, effectivement, vous l'avez compris, on regarde ça de près. On est là pour ça, pour détecter les mouvements et les accompagner. Et puis, quand ça se retourne, on prend nos bénéfices, tout simplement. Bon, là, il y a un sacré momentum, en tout cas. Exactement, c'est mon message. Merci beaucoup à vous trois. On s'arrêtera sur ces considérations autour des minières aurifères et argentifères avec Thierry Leclerc qui était à nos côtés, président d'AlphaJet Fair Investors, Gustavo Runstein, responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management et Nicolas Gottsman, responsable de la stratégie macro à la Financière de la Cité. Merci. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des produits structurés. Et nous en parlons avec une spécialiste, Caroline Delangle, qui est à mes côtés en plateau, responsable des solutions cross-asset chez Fédéral Finance Gestion. Bonsoir Caroline. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Je parle sous votre contrôle, mais 2023, de ce que j'ai compris, a signé le grand retour, ou en tout cas un grand regain d'intérêt pour cette classe d'actifs. On va la considérer comme une classe d'actifs que sont les produits structurés. La question étant, évidemment, que peut-on attendre de 2024 pour ces solutions d'investissement? Quand vous regardez l'environnement de marché de ce début d'année, est-ce que vous considérez que c'est un environnement de marché qui reste favorable aux produits structurés et pourquoi? Oui, alors oui, comme vous disiez, 2023, ça a vraiment été l'année déstructurée. La question, c'est qu'en est-il de 2024? En effet, nous, on pense que c'est encore un contexte qui va être pertinent pour cette classe d'actifs. Alors, pourquoi? Déjà, première raison, c'est le nouveau paradigme de taux. C'est sûr qu'en période de taux positif, c'est quand même un impact très favorable pour cette classe d'actifs, même si on est tous d'accord, on a un consensus de marché quand même plus sur la baisse des taux en 2024, mais c'est pas grave, on va quand même rester sur des... On ne reviendra pas à l'environnement précédent. Ou en tout cas, il en faudra beaucoup pour qu'on y revienne. Et ce n'est pas ce qui est prévu. Donc, on sera sur des choses quand même qui vont rester très sympathiques pour structurer, pour faire des produits structurés. Donc ça, c'est le premier point. Et si vous me permettez peut-être de revenir un peu aux fondamentaux finalement. Comment est construit un produit structuré? C'est important. C'est quoi? C'est deux composantes. Donc on a d'abord une composante obligataire. Donc on dit la composante de financement. C'est vraiment là qu'on aura le disponible pour aller acheter quoi? Pour aller acheter la deuxième composante qui est la composante optionnelle finalement. C'est ça
qui va aller délivrer la formule de performance pour le client. Et donc, on comprend bien que plus les taux montent, finalement, plus le disponible pour acheter cette option, il est important. Et puis, on va pouvoir offrir des produits structurés avec des beaux niveaux de rendement à nos clients. Donc ça, c'est le premier point. Mais, alors ça, c'est le premier point, je vais dire, c'est les paramètres de marché. Ouais. Maintenant, qu'en est-il de l'environnement, on va dire, un peu de marché? Bon, si on regarde les marchés actions, par exemple, mais c'est un exemple, c'est vrai qu'on est dans un environnement, on a encore des records sur les marchés actions. Alors, si on regarde le marché américain, c'est l'euphorie sur le Nasdaq, c'est vraiment les valeurs technologiques qui sont les locomotives des marchés. En Europe, ça se comporte bien aussi. J'ai tendance à dire, les granolas aussi, qui sont un peu le pendant des sets magnifiques. Ouais. Mais bon, il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans un environnement qui reste anxiogène. On a le contexte géopolitique tendu, on a les élections qui vont quand même amener de la volatilité. Et ça, on en reparlera. Et ça, c'est un paramètre de marché aussi important, très important pour la structuration de produits. Pour la structuration, notamment sur le marché action. On y reviendra en détail. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est quand même qu'on est dans un climat un peu incertain. Et c'est pour ça que les produits structurés, ça peut répondre favorablement à cet environnement-là. Pourquoi ? Il faut rappeler la philosophie, je pense. Pour moi, il y a un point, je dis on parle de produits à formule, de produits à capital garanti ou à capital protégé, sachant qu'on peut garantir à minima une partie du capital. Peut-être qu'il y a des produits qui permettent de garantir un peu plus qu'une partie du capital aussi, en tout cas la quasi-totalité. Mais c'est cette idée-là, on protège une partie du capital et on vous expose à la performance de l'actif sous-jacent dans la meilleure mesure possible. Exactement. On parle d'ailleurs de convexité, c'est-à-dire qu'on va essayer de limiter le risque de perte. Limiter le risque, de le calibrer en tout cas, et de s'exposer finalement à l'indice sous-jacent. Alors, en fonction, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement on peut presque se faire un produit sur mesure en fonction de ses anticipations. Parce que si on croit dans le marché action, on est bullish, on va aller faire un produit d'indexation. Si par contre on se dit, on va quand même être un peu plus attentiste et on va avoir un rendement récurrent, même si le marché est un petit peu baissier ou stable, on va pouvoir faire ça aussi. Et on peut même construire des produits aujourd'hui qui jouent la baisse des taux, par exemple, faire un autocall sur les taux qui jouent la baisse des taux, c'est tout à fait possible. Donc c'est vraiment cette convexité, ce sur-mesure, un peu le côté tout-terrain du produit structuré qui est très intéressant aujourd'hui. Il y a un autre point qu'on peut remarquer quand même, c'est que si on regarde dans le rétroviseur, finalement, on a pu proposer des produits structurés dans tous les environnements de marché. Si on regarde dans l'univers de taux négatifs, on a pu aussi offrir des produits performants pour nos clients. Alors, on y reviendra sûrement, c'est le fameux marché des autocalls qui a pris des parts de marché très importantes. Et alors, comme vous le disiez... Donc les autocalls, disons un mot maintenant, Caroline. Les autocalls, c'est des produits qui peuvent être... rachetés ou rappelés par l'émetteur sous certaines conditions. Exactement. En fonction de la performance notamment du sous-jacent. C'est ça, oui, tout à fait. Caroline. Voilà. Lorsqu'il faut qu'il y ait un événement qui soit atteint, qui soit déclenché, et dans ce cas-là, le produit est rappelé par anticipation avec un coupon. Et on vous paye l'intégralité de la performance. Et le capital, dans ce cas-là, est garanti. Et voilà, c'est ça. Voilà. Plus la performance qui aurait été celle si le produit avait été jusqu'au bout de sa vie. Tout à fait. Et après, forcément... aujourd'hui, on est dans un contexte de taux négatif, donc on peut proposer en plus positif aujourd'hui. Positif. Bien sûr. Du capital garanti. Et dans l'environnement qu'on a connu, on devait mettre un peu de capital à risque pour avoir des produits intéressants, de rémunération intéressantes. Mais pour autant, ça restait aussi assez défensif, quoi. Où va la demande aujourd'hui ? Effectivement, vous dites l'avantage de cette classe d'actifs, c'est qu'on peut faire du sur-mesure en fonction de chaque profil. Mais quand vous regardez les flux, la collecte sur ces produits-là, est-ce qu'il y a la volonté effectivement de chercher des produits plus offensifs aujourd'hui ? Est-ce qu'on est encore sur quelque chose de très défensif ? Oui, alors peut-être je commencerai par un chiffre pour illustrer un petit peu l'état du marché. Bon, en 2023, on l'a dit, année déstructurée. En offre publique, en France, le marché déstructuré, c'est 37 milliards d'euros.
Donc, c'est des parts de marché qui ont été en augmentation de 17% par rapport à 2022. Donc, c'est important. Bon, là, depuis début d'année 2024, nous, on est persuadés que cette dynamique va continuer. Donc, on a peu de recul sur les chiffres, mais on a quand même quelques éléments. On serait entre 7-8 milliards d'euros depuis le début de l'année, là, sur plus de 400 produits. Donc, quand même, c'est une dynamique qui est intéressante. Alors, où va la demande, pour répondre à votre question? On a encore beaucoup de demandes sur du capital garanti. Parce que on peut le faire, taux positif. Alors on voit des choses très simples. C'est aussi le message, c'est qu'on a un retour à la simplification. Parce que dans un environnement comme ça, on n'a plus besoin forcément d'aller développer de l'ingénierie sophistiquée pour dégager du rendement. Donc de simples émissions vanille avec une clause de callabilité, par exemple, à capital garanti, ça fonctionne très, des produits très bien plus visibles. aujourd'hui. C'est des produits, on en a déjà parlé, mais qui ont pâti à un moment d'une image un peu négative, côté black box, boîte noire, etc., dans des environnements et des configurations de marché différentes. C'était un autre Vous dites monde. là, on n'est plus du tout obligé d'aller structurer de cette manière-là, On peut avec faire autant de des complexité. choses, très simples. Et c'est l'occasion de faire des choses qu'on n'a pas pu faire, qu'on aurait aimé faire. Par exemple, chez Fédéral Finance Gestion, on a lancé un fonds l'année dernière dans le cadre de l'épargne salariale. Donc un fonds à capital garanti. Pour l'épargne salariale. Pour l'épargne salariale. Et ça, on avait toujours voulu le faire, on n'avait pas pu. Et parce que trop compliqué, trop complexe, des produits qu'on ne pouvait pas mettre dans la main des salariés. Pas là. Parce que il y avait une éducation aussi à faire. Malgré tout, la promesse, elle est claire, elle est lisible, mais ce sont quand même des produits d'ingénierie derrière assez sophistiqués. Donc il y a aussi ce travail de pédagogie. Donc c'est des choses qu'on a pu développer. Donc ça, c'est vrai que capital garanti, simplification, c'est une attente, c'est quelque chose qu'on voit. Un autre point, c'est tout ce qui est produits structurés de taux, ce qu'on appelle sous-jacent fixed income. C'est vrai qu'il y a des conditions aujourd'hui qui sont très intéressantes pour ces produits-là. Je pense notamment, alors là, on va jouer un scénario qui est celui de la repentification de la courbe des taux. Alors, on est aux prémices. Les taux courts vont baisser à un moment, et donc on va retrouver de la pente sur la courbe de taux. Et ça, on peut le jouer peut-être pas à échéance 1 an, 2 ans, mais sur du plus moyen terme. Et ça va être des produits qu'on va pouvoir structurer qui sont très intéressants aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que finalement, dans les modèles de pricing des traders qui vont créer les options, la pente, elle est encore complètement inversée. Bien sûr. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des affaires à faire sur ce marché-là, parce que ces options-là, aujourd'hui, elles ne coûtent rien. Donc c'est des affaires qu'on peut faire sur le primaire pour structurer des nouveaux produits, mais aussi sur le secondaire. Racheter des produits. Des restructurations de produits qui ne délivraient plus, en les modifiant de façon intelligente. Ça crée de la valeur et ça ramène du rendement. Et c'est vrai que c'est des choses que notre clientèle institutionnelle, notamment, regarde beaucoup en ce moment. Une dernière question, Caroline, et Fédéral Finance Gestion, qui appartient au groupe Arkea IS, est très, comme beaucoup d'autres, mais très en pointe, en tout cas très sensible aux questions extra-financières. C'est un push de marché général, mais chez vous notamment. Est-ce que produits structurés et investissements responsables, ça fonctionne ? Est-ce que ces produits sont compatibles avec les critères et les exigences de plus en plus importantes, extra-financières, qui guident aujourd'hui un grand nombre d'investissements et d'investisseurs ? Oui, alors... Intuitivement, c'était pas évident de combiner produits structurés, parce que qui dit produits structurés, on le dit sophistication, dit recours aux produits dérivés, optionnels, produits complexes. C'était pas forcément compatible avec toute la démarche des labellisations, etc. Et en fait, nous, ça fait, en tant que filiale d'Arkea, ça fait quelques années qu'on travaille le sujet, parce qu'on était convaincus, on avait la conviction qu'on pouvait combiner les deux. Et c'est chose faite, et c'est possible. Alors, sur 2 aspects. En fait, ce qu'on va regarder, c'est qu'il faut travailler le sous-jacent de la formule. Donc nous, on a développé une gamme d'indices alignés avec les accords de Paris sur le climat. Très clair. Les indices PAB, qu'on a créé avec des providers d'indices. Donc ça, c'est le premier point. Il faut vraiment une approche sur les sous-jacents. Et le deuxième point, et c'est pas le plus simple, c'est aussi revoir le montage, c'est-à-dire comment on gère ces fonds-là. Parce que aujourd'hui, si on veut avoir une approche responsable au sens large, il faut aussi revoir, j'allais dire, bouleverser. Alors
le terme peut être fort, mais c'est positif. Bouleverser sa façon de gérer les fonds en allant non plus faire des contrats d'échange, mais plutôt investir directement dans les titres qui composent nos indices thématiques. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, eh ben on devient éligible à la labellisation. Et donc, nous, ça a été le cas sur notre gamme de fonds à formule autocall. On a eu un label, on est la première gamme en France à avoir eu un label sur ce type de produit. Donc, un label quoi ? ISR ? Alors, c'est pas le label ISR, c'est le label Toward Sustainability, le label belge et le label LuxFlag. Voilà. Merci beaucoup Caroline. Merci pour nous avoir partagé avec nous votre expertise sur cette classe d'actifs, des produits structurés qui a le vent en poupe depuis plus d'1 an maintenant. Caroline Delangle, responsable Cross Asset Solutions chez Fédéral Finance Gestion, était avec nous l'invitée de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse.